Bonjour, donc je sais qu'il y a pas mal d'expatriés en fait qui regardent cette chaîne et qui sont aussi intéressés par la situation économique en France. Donc je voudrais faire un petit aparté sur les statistiques tout à fait officielles, hein, celles qui sont issues de la Banque de France, on ne peut pas plus officielles, en ce lundi 12 août 2024. Donc c'est vraiment ce qui vient de tomber. Je vous rappelle quand même la situation, hein. En France, actuellement, on a donc les chiffres de juillet. Les chiffres de juillet sont particulièrement intéressants parce qu'en fait, ils marquent l'instabilité politique, hein. À partir de juillet, les élections, il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas trop où ça va, etc. Donc maintenant, on peut lire ça dans les chiffres. Autant vous le dire tout de suite, les chiffres sont vraiment très catastrophiques. C'est pas qu'ils sont catastrophiques, mais c'est catastrophique. À vrai dire, de mois en mois, ça va de plus en plus mal. Et c'est pas lié que à la conjoncture française, parce que ça va pas très bien non plus aux États-Unis, donc c'est quand même un des drivers principaux. Mais on va voir tout de suite que c'est vraiment pas terrible. Déjà, on va commencer par, à mon sens, un des indicateurs les plus importants, tout simplement. Ce sont les agences de travail temporaires. Pourquoi ces chiffres sont particulièrement importants? Parce que, selon les économistes, le travail temporaire est précurseur de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez eu des chiffres de l'emploi en France qui sont maintenant donnés trimestre par trimestre. On se demande bien pourquoi, alors qu'aux États-Unis, on a des chiffres de l'emploi qui sont donnés toutes les semaines. Ça permet de faire des prévisions intéressantes au niveau économique. Là, non, c'est donné tous les 3 mois et on voit des choses en stabilité. Alors, dans ces chiffres-là, que je ne commenterai pas, il n'y a pas toutes les auto-entrepreneurs, etc., qui sont dans une situation précaire et qui sont très nombreux. Il n'y a pas les gens qui sont dans le halo du chômage, il n'y a pas les gens dans la pauvreté. Donc pour moi, c'est un indicateur qui, à vrai dire, n'a pas tellement de signification tant qu'il n'y a pas soit une hausse très significative du chômage, soit une baisse très significative du chômage. Voilà, c'est-à-dire que ça s'analyse en, comment dire, en modification dynamique, mais sinon ça ne veut pas dire grand-chose, hein, à vrai dire. Et donc, on voit l'activité des agences de travail temporaire, donc, eh bien, on voit qu'il est à son plus bas, hein, il est vraiment à son plus bas depuis 2018, hein, juillet 2018. Donc ça commence déjà à faire 6 ans. C'est dommage qu'on n'ait pas plus loin. Moi, j'aimerais bien avoir plus loin, mais bon. Et là, on voit que les prévisions, on va voir plus exactement par la suite. Voilà, c'est pas terrible. On voit ici que sur à peu près 2 ans, eh bien, on est dans le négatif au niveau de la demande globale. Donc, on voit bien que les contrats d'intérim, en fait, eh ben, posent problème, hein. Et bon, ce qui me paraît quand même assez significatif, c'est l'évolution des prix et des effectifs, d'une part, où on voit que les prix sont en baisse. Bah oui, c'est normal, hein. Quand vous n'avez pas beaucoup de clients, bah, vous avez tendance à baisser les prix. Et les effectifs sont aussi en baisse, hein, pour une bonne raison, c'est que quand il n'y a pas de business, bah, vous embauchez pas des gens, c'est la moindre des choses. Et on voit bien que on est dans une situation, bon là c'est la pandémie, donc on peut pas tellement discuter sur le sujet, mais on voit qu'on est bien en dessous d'une situation normale en fait. On voit évidemment la trésorerie qui se porte vraiment pas bien, enfin relativement par rapport à la moyenne, hein, puisque la moyenne c'est le trait qui se trouve ici, la moyenne depuis 2002, et voilà, qui est en baisse. Donc, et surtout, j'attire vraiment votre attention sur les chiffres tels qu'ils sont indiqués ici, c'est-à-dire une activité à -3, une tendance à -2, une demande à -5 et des prévisions à -9. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir déjà l'effet qu'il y a en France, hein.
sur l'économie, hein, c'est-à-dire que pour les entreprises d'intérim, eh bien, les prévisions sont de -9. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave parce que ça veut dire que on risque d'avoir un chômage qui va exploser à la hausse d'ici 2024. Donc on est sur la chaîne de l'expatriation, mais on sait très bien quand on est expatrié que l'économie, ça a vraiment beaucoup d'importance. Quand on est expatrié, on a vraiment besoin de tenir compte de ces chiffres pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on doit rester, dans quel pays on doit aller. Donc on doit tenir compte de ces chiffres-là, hein. Et les chiffres parlent. Et franchement, c'est vraiment déjà pour une première grandeur, c'est quand même pas génial. Ça indique quand même que la dissolution, puis l'incertitude politique, je vous rappelle que ça va durer 3 ans, hein, l'incertitude politique, puisque rien ne pourra être vraiment fixé euh, cette année, puisqu'il va y avoir probablement des élections qui vont se redérouler en 2025. Puis il y aura des élections encore en 2026 probablement, et puis en 2027. Donc voilà, ça risque globalement d'y avoir une très très mauvaise situation économique. Donc voilà pour déjà sur le front de l'emploi, les prévisions sont noires. On ne peut pas dire ça autrement, c'est une catastrophe. Et donc voilà pourquoi ça peut être intéressant, effectivement, l'expatriation, peut-être pour trouver des endroits où il y a plus de travail. Mais c'est pas tout, il reste encore pas mal de choses à voir. On voit au niveau de l'hébergement et de la restauration. Donc hébergement en restauration, évidemment, aux vacances, on pense même aux jojo, pas jojo. Et on voit que finalement, bon, ça stagne quand même pas mal. L'évolution de la demande aussi, elle est plutôt en baisse globalement. Sur les prix, on voit que ça a tendance à remonter un peu, mais bon, après tout, on est dans une période de vacances, donc c'est peut-être pas très étonnant. Les effectifs, donc on voit qu'ils sont dans une... C'est à peu près moyen quelque part. Par contre, la situation de la trésorerie, là, c'est vraiment une catastrophe sans mélange. Je vous rappelle que la trésorerie des entreprises, c'est le fait qu'elles ne fassent pas faillite, parce que généralement, quand une entreprise fait faillite, c'est parce que sa trésorerie, elle est tombée à zéro. Et là, si on se place dans une période hors de la pandémie et qu'on regarde où on est maintenant, on est visiblement dans une catastrophe nationale au niveau de la trésorerie des entreprises de l'hôtellerie et de la restauration en France. C'est une catastrophe nationale parce que ça préfigure de nombreuses faillites, ça préfigure beaucoup de chômage et malgré tous les flonflons et tous les feux d'artifice et toutes les fêtes, tout ça organisé à très grands frais, en fait on s'aperçoit que finalement l'impact est peut-être pas si énorme que ça, que la trésorerie elle est désastreuse et donc que c'est un domaine dans lequel il risque malheureusement d'y avoir beaucoup de chômage, beaucoup de faillites. On voit une activité actuelle -4, la demande elle est à -6. Bon, il y a des prévisions à 13, mais là c'est pour le mois fin juillet, hein, donc on est en pleine vacances, donc ça c'est un peu heureusement d'ailleurs, je dirais. Mais la trésorerie est vraiment dans un état abominable. Et donc, voilà. Donc, pareil, hein, moi je pense que c'est intéressant pour l'expatriation d'analyser les chiffres d'hébergement et de restauration parce que quand on est dans l'expatriation, c'est nécessairement un domaine qui nous intéresse finalement. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On parle des entreprises. Je viens de parler de trésorerie. On a l'activité administrative et de soutien aux entreprises. Et on voit que là aussi, c'est pas la fête. C'est pas la fête. On le voit.
voilà, aller là-dessus, dire que au niveau de la trésorerie, c'est ce qu'il y a de plus bas, hein, clairement, hors période de pandémie, bien évidemment, mais on est au plus bas depuis déjà maintenant quelque chose comme un peu moins de 2 ans, hein. Donc, et les prévisions sont aussi catastrophiques, -5, hein. Donc là, on est vraiment dans les résultats de l'incertitude politique, c'est-à-dire personne ne sait trop où on va, donc on a du -5, voilà, et c'est comme ça dans beaucoup de secteurs d'activité. On a l'industrie automobile, alors là c'est aussi beaucoup d'effectifs, hein, et bon, on va voir que si on regarde de la production par exemple, on est carrément en train de piquer vers le bas, on pique vers le bas et on est en train d'aller vers des niveaux moyens qui n'avaient jamais été atteints auparavant, même lors de la grande pandémie en fait, enfin de la pandémie en fait. L'évolution des livraisons, c'est pareil, on voit vraiment que depuis quelques mois en fait, c'est vraiment, on est sur une pente extrêmement catastrophique. Si je regarde les stocks, on voit qu'ils sont aussi catastrophiques, hein, puisqu'on voit que les stocks sont en pleine augmentation. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu ça un peu avant, mais ça c'était dû à l'inflation, etc. Maintenant, c'est carrément dû à la crise économique qui commence à s'installer, hein, qui commence à s'installer bien d'ailleurs. C'est très mauvais pour les entreprises d'avoir des stocks, ça veut dire que ça ne se vend pas. Et donc, on est dans une situation qui est très très grave. On est parmi les plus hauts, hein, du stock. Voilà. Et les carnets de commandes, quand on les regarde, bah, eux, c'est très simple, ils partent vers le sud. On est dans des niveaux très bas, hein, puisqu'on est dans des niveaux en fait qu'on avait atteints lors du pire de la pandémie, hein. Et là, ça se casse la figure de manière continue depuis un an. Si on regarde les commandes globales et étrangères, donc on peut s'apercevoir en fait que tout ça, ça chute, mais alors à une vitesse catastrophique. Et malheureusement, il n'y a pas les commandes étrangères qui permettraient de compenser les choses. On est dans une crise. On est dans une crise d'incertitude qui est purement française, qui est une crise purement déclenchée par le monde politique et l'économie en pâtit, mais malheureusement, il n'y a pas plus de demandes de l'extérieur. Si on regarde euh, les effectifs, donc enfin, c'est vraiment catastrophique, hein, je veux dire. Les effectifs, on s'aperçoit que ben, ce sont des branches dans lesquelles il y a de plus en plus de mise au chômage, hein, il y a de moins en moins d'embauches. C'est encore une fois, on est en termes de moyenne dans les niveaux les plus catastrophiques depuis des années, hein. On est en train de s'enfoncer dans la crise. Le réveil au mois de septembre va être très très difficile parce que mine de rien, ça c'est que des courbes si vous voulez, mais ça se traduit sur le terrain par des faillites, du chômage, hein. Ça se traduit par vraiment beaucoup de pauvreté et l'automne va être très très chaud, très très chaud. La production -18, les livraisons -16, les commandes -20, les stocks, c'est pas bon quand il y a trop de stocks. Les carnets de commandes -19, -19. Là, c'est le taux d'utilisation. Et les prévisions, pour l'instant, elles sont à -1. Mais on est dans un secteur, la production automobile, qui est un secteur qu'on peut qualifier de sinistré. C'est un sinistre, c'est une catastrophe. Donc, tout ça, c'est vraiment important de vraiment bien comprendre ça quand on envisage une expatriation, hein. Je veux dire, c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans son propre pays pour pouvoir développer une stratégie, voilà, et comprendre aussi où vous allez, hein. C'est-à-dire que si vous allez dans un pays, eh ben, ça peut être le genre d'exercice à faire
sur le pays en question. Moi, je vous montre ça avec les chiffres de la Banque de France, c'est très officiel. C'est de juillet, conjoncture à fin juillet 2024, hein, donc c'est tout chaud, hein. C'est quoi ça? Ça, c'est la métallurgie et les produits métalliques. Donc en fait, tout ça, hein, c'est comme d'ailleurs l'industrie automobile, ça fait partie de l'industrialisation, hein. Je vous rappelle ce que disaient les macronistes. On réindustrialise, ça réindustrialise. Quelle farce! Évolution de la production, ça n'a jamais été aussi catastrophique. Évolution des livraisons, ça n'a jamais été aussi catastrophique. On est sous les moyennes, hein. Si on regarde ici, la tendance des stocks, ça va. Elle diminue. Elle diminue, certes, mais elle est quand même haute par rapport à ce qu'on avait avant. La tendance des carnets, elle diminue de manière continue. Malheureusement, j'ai pas les chiffres de la trésorerie de ces types d'entreprises, mais on voit bien que les taux d'utilisation des capacités de production, et puis si vous conjuguez ça avec l'évolution des effectifs, en fait, vous voyez que tout ça, c'est en chute. Tout ça, c'est en chute. Ça veut dire que le secteur, il se rétrécit comme une peau de chagrin. La production -2, livraison -2, commande -2, les stocks, ok. Les carnets de commandes, -9, -9. On entre vraiment dans une période extrêmement dure, extrêmement difficile. Les prévisions, -3. Je veux dire, c'est simple, hein. L'industrie en France est un secteur qui est absolument un secteur sinistré. Sinistré. Et toutes ces conjonctures du secteur de l'économie française, en fait, montrent que la rentrée de septembre, elle va être chaude. Ensuite, ça dépend un peu, disons, comment un éventuel gouvernement arrivera à agiter un peu, je sais pas quoi, pour faire oublier aux gens, peut-être trouver un autre, d'autres comme JO, mais de mettre un peu plus de, je sais pas, feu d'artifice, distribuer des ballons qui s'envolent aux gens pour qu'ils oublient un peu la situation. Mais la marche vers la fin 2024, la marche vers décembre 2024, quand on va avoir toutes ces courbes qui vont se prolonger vers le bas, quand on va voir toutes les faillites, hein, je veux dire, quand on va voir, je veux dire, toutes les faillites qui vont s'enchaîner et tous les gens qui vont partir au chômage, parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions en fait, vous ne le verrez pas dans les chiffres du chômage. Pourquoi ça? Il y a tout un tas d'astuces qui font que les chiffres du chômage, en fait, ils reflèteront pas la réalité tant qu'elle ne sera pas catastrophique. Parce que quand vous avez des entreprises qui font faillite, ça se voit assez rapidement. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller, de voir le taux des faillites en France. Voilà, ça, c'est important. Mais vous n'aurez pas tout de suite les chiffres du chômage parce que généralement, vous avez derrière des formations, vous avez des plans de retour à l'emploi, vous avez des gens qui se mettent en auto-entrepreneur, vous avez des gens qui sont dans le halo du chômage, vous avez des mesures qui ont été prises par les macronistes justement pour pouvoir priver les gens plus facilement de leurs indemnités et pour les dégoûter d'être au chômage. Donc au final, vous avez tout un tas de choses comme ça avec le chômage comptabilisé tous les 3 mois qui fait que les chiffres du chômage en fait sont pas vraiment des chiffres intéressants pour l'étude de l'évolution dynamique du tissu économique en temps réel, hein. Il faut se baser sur d'autres grandeurs. Et les trésoreries, c'est précurseur. Les trésoreries, c'est vraiment précurseur parce que ça montre, si vous voulez, que les entreprises, elles ont de plus en plus de difficultés à terminer le mois. Contrairement à un ménage, une entreprise qui ne termine pas le mois, eh bien, parce que si vous voulez, à un moment donné, il faut que la banque, elle donne un crédit.
à l'entreprise. Elle donne de l'argent sous forme de crédit. Et ce qui se passe, c'est qu'en temps de crise, les banques ne veulent pas prendre de risques, donc elles ne donnent pas de crédit. Donc l'entreprise, elle se retrouve avec des factures à payer et plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en redressement judiciaire, c'est la faillite. Donc à ce moment-là, ça n'attend pas, c'est direct, vous avez la faillite, c'est comptabilisé dans les chiffres des faillites, et voilà, c'est assez clair, c'est remonté assez vite. Mais derrière dans ces entreprises, vous avez des personnes, des dizaines de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes. Et donc, ce qu'il faut regarder, si vous voulez, pour avoir vraiment une bonne idée de ce qui se passe sur le terrain de l'emploi, en fait, on en est réduit là à regarder les titres des journaux. Actuellement, dans les titres des journaux, quand vous voyez faillite, vous allez voir en ce moment, en 2024, enfin, c'était le cas jusqu'à maintenant, en début 2024, maintenant on sent que ça commence à changer. C'est-à-dire que vous aviez des titres disant, voilà, des centaines de personnes vont être mis au chômage, ou un plan social qui va toucher des centaines de personnes. Actuellement, on en est là, en début 2024, mais on sent depuis quelques mois qu'on passe à la grandeur supérieure. C'est-à-dire que les plans sociaux, maintenant, ils commencent à toucher des milliers de personnes. Et là, c'est un signe indicateur que vous avez vraiment beaucoup d'entreprises. Hein, c'est corrélé avec la hausse du nombre impressionnant des faillites d'entreprises. Vous avez de plus en plus d'entreprises de taille importante en fait qui font faillite, et donc ça fait les gros titres de la presse locale. Ça fait pas encore la une des titres de la presse nationale, mais vous allez trouver ça dans la presse locale. Et donc, si vous faites ce suivi un peu, vous allez quand même pouvoir avoir une bonne idée de, en temps réel, ce qui se passe au niveau de la situation de l'emploi. Donc tout ça, ça doit vous permettre de vous dire, ok, parce que tous les secteurs ne sont quand même pas au même niveau, mais dans quel secteur est-ce que je me situe? D'une part, est-ce que je veux faire du business? Est-ce que je veux au contraire trouver un emploi? Est-ce que je veux être salarié, indépendant, freelance? Ou est-ce que je veux monter une entreprise? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est pertinent de le faire en France, voyant les prévisions et les nuages noirs qui commencent à s'accumuler? Ou est-ce qu'il ne faut pas que je trouve un endroit, un autre pays qui corresponde mieux à mon savoir-faire, qui offre peut-être plus de possibilités de création et de facilité de création d'entreprises, d'embauche, même si le salaire n'est pas si élevé que ça, mais au moins ça me permet d'avoir un travail, une couverture sociale, etc. Donc ça, ce sont des questions que vous devez vous poser en tant qu'expatrié, et éventuellement vous pouvez faire le même type d'analyse de conjoncture sur des pays que vous envisagez comme étant des pays intéressants pour vous. Mais on voit très bien que en France, malheureusement, si vous voulez, le problème du politique en France, c'est que ceux qui prennent les risques, ce ne sont pas ceux qui payent. Ça veut dire, à partir du moment où vous êtes un homme politique, vous avez les impôts qui vous versent votre salaire. Donc dès l'instant où il y a des impôts qui rentrent, en fait, vous avez votre salaire. Peu importe qu'il y ait, je ne sais pas combien d'entreprises qui font faillite ou ce genre de trucs-là, de toute façon, ils récupéreront toujours l'argent. Par contre, vous, ce n'est pas le cas. Je veux dire, si vous avez une entreprise et que votre entreprise fait faillite, eh ben, vous allez être dans des problèmes pendant des années. Hein. Si vous êtes au chômage, si vous êtes salarié et que votre entreprise fait faillite, c'est vous qui aurez du mal à retrouver du travail. Par contre, les hommes politiques, eux, ils seront toujours là pour réclamer l'argent de manière à pouvoir se verser aussi leur salaire. Donc, si vous voulez, l'intérêt, il est quand même pas si partagé que ça. Malheureusement, c'est le modèle qu'on a. Et donc, c'est à vous un peu de regarder au niveau économique
comment vous pouvez vous sauver de cette situation qui est une situation, encore une fois, qui est assez mauvaise. Mais le problème, c'est que c'est pas nécessairement très rose ailleurs non plus. Je veux dire, il faut vraiment être sélectif, voir un peu en cas de crise, parce que il est assez probable que dans les trimestres qui viennent, on ait une crise qui vienne des États-Unis, qui va, pour les Français, en fait, se surrajouter à l'état catastrophique de l'économie, qui sont liés à des sujets de pure politique intérieure. L'instabilité intérieure en France, le problème, si vous voulez, c'est qu'elle a été lancée en 2022 par la hausse des taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui vont se continuer selon la BCE comme ça à un niveau très élevé jusque, ils ont dit, second semestre 2025. Donc il reste encore un an. Hein, mais vous avez une situation de politique qui est complètement instable. Encore une fois, jusqu'en 2027, ça va être instable. Tous les politiques le savent bien. Vous allez avoir, comme ça s'est passé déjà dans l'histoire, ou récemment en Italie, hein, je veux dire, des gouvernements qui tombent, qui changent, des politiques qui vont à droite, qui vont à gauche, qui vont au centre, des modifications tous les 36 du mois, etc. Si vous voulez, vous allez vous apercevoir que ce qui intéresse les politiques, c'est avant tout leur poste, leur retraite, leur indemnité, etc. C'est des gens pour lesquels vous allez voter, mais si vous voulez, voilà, je veux dire, mais qu'on soit de droite ou de gauche, hein, je veux dire, la question n'est pas là. Encore une fois, j'ai eu l'occasion déjà de le dire sur cette chaîne. En France, on n'a pas des politiques de droite, mais on n'a pas non plus des politiques de gauche, au niveau économique, j'entends. Après, il y a tout un tas de sujets dits de société, entre guillemets, qui sont mis en valeur parce que ça coûte pas cher. Juste parce que ça coûte pas cher. On met en valeur en France des sujets de société pour monter les uns contre les autres, de manière à ce que les politiques soient un peu tranquilles. Mais au niveau économique, tout le monde est bien d'accord sur tout. Il n'y a pas de politique vraiment de droite et il n'y a pas vraiment de politique de gauche. Hein. Et donc, on en arrive dans une situation où le pays est extrêmement endetté. Ça va être très difficile. Je veux dire, on en est pas. Certains disent ça va être comme la Grèce. Non, c'est pas vrai. On n'en est pas au niveau de la Grèce. Pour une seule raison. La seule. La seule raison, si vous voulez, c'est qu'il y a un patrimoine en France qui est un patrimoine très important. Le patrimoine des Français, en termes de cash, en termes d'immobilier, couvre largement en fait la dette totale en fait de la France. Mais si vous voulez, c'est un peu comme un trésor. Une fois que vous avez consommé tout le trésor, c'est un peu comme vous gagnez au loto. Hein, comme un ancien Premier ministre qui avait parlé de cagnotte. Vous savez, c'est en pleine évolution de la courbe de la dette. Hein, c'est ces gens, je crois que c'est Jospin hein, qui avait parlé de cagnotte. Lui qui a aussi un peu augmenté le fardeau de la dette qu'on doit payer maintenant en 2024. Il avait parlé de la cagnotte. Alors c'était à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et les gens étaient tellement d'accord avec lui qu'il s'est fait jeter au premier tour des élections présidentielles en 2002, devancé par Jean-Marie Le Pen. donc voilà quoi, je veux dire. On en est là. On en est là et on n'en est pas à la Grèce. C'est pour ça qu'il y a toutes ces idées d'impôts. Pourquoi il y a toutes ces idées d'impôts? Parce que c'est une idée à court terme. Parce que c'est plus facile d'aller prendre les impôts chez les gens et puis de dire, voilà, on prend les impôts, on tire sur le patrimoine. Le jour où il n'y aura plus de patrimoine, oui, là, on sera dans la situation de la Grèce. Parce que la Grèce, ils n'avaient plus rien. Donc, il n'y avait plus rien à prendre. Et donc, ils se sont retrouvés. Mais, si vous voulez, les bénéficiaires, vous avez les gens, en fait, l'État paye les salaires des fonctionnaires, paye aussi leur retraite. Bon, évidemment, c'est normal. Hein. Mais ce qui s'est passé en Grèce, c'est que comme l'État avait plus d'argent, les salaires et les retraites des fonctionnaires
n'ont plus été payés pendant pas mal de temps. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens pour lesquels vous votez, qui se disent effectivement de gauche, moi je pense qu'ils ne sont pas du tout de gauche, hein, je veux dire, il faut qu'on montre, parce que gauche-droite c'est surtout économique, je veux dire, c'est quand on parle d'argent, comment on distribue la production, etc. Si vous me dites je fais une politique de gauche à ce moment-là et je fais des nationalisations, je mets en place l'autogestion, je mets les trucs collectivistes en place, ok, c'est une politique de gauche, il n'y a pas de souci. C'est une politique qui a un sens parce que justement, la production, elle est de gauche. Ok, il n'y a pas de problème, je trouve ça honnête. Mais c'est pas le cas. Là, c'est juste d'augmentation. Donc, ce qui va se passer, c'est une fois qu'il n'y aura plus de patrimoine chez les Français, parce que tout sera parti en impôts, à ce moment-là, ce qui va se passer, eh ben, c'est que les marchés financiers vont prendre peur. Et comme les marchés financiers ne prêtent à la France actuellement en 2024 que parce que la France est capable de prélever l'impôt. Je veux dire, si actuellement en 2024 la France n'était pas capable ou prélève moins bien l'impôt de manière moins efficace, il n'y aurait pas un tel niveau de dette parce que les institutions financières étrangères ne prêteraient tout simplement pas à la France. Pour vous donner un titre de comparaison, le taux auquel la France emprunte est équivalent en 2024. Maintenant, c'est devenu équivalent au Portugal. Et eux, ils ont fait beaucoup d'efforts et ils en sont arrivés là, mais ça a été aussi très dur. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a au bout du chemin pour les gens de gauche qui croient avoir une politique de gauche, parce que si vous voulez, à un moment donné, même dans un pays communiste, il faut produire de la richesse pour que les gens mangent et pour qu'ils aient des salaires et des retraites. Je veux dire. Et donc, ce qu'il y a au bout du chemin, en fait, c'est une faillite et c'est plus d'argent pour les salaires et plus d'argent pour les retraites des fonctionnaires. Je vous encourage à regarder le déficit qu'il y a actuellement sur les retraites des fonctionnaires. C'est des sommes qui sont quand même, on va dire, significatives. Donc, même si on est, entre guillemets, de gauche, pro-fonctionnaire, etc., à un moment donné, il faut quand même un peu réfléchir parce que on est dans la situation où il y a un gâteau. Sauf que le gâteau, il pousse plus. Avant, le gâteau, il grandissait. Tous les ans, il était un peu plus grand. Maintenant, ça fait quelques années, le gâteau, en fait, il a arrêté de grandir. Donc, si vous voulez, chaque fois que vous allez manger du gâteau, il n'y a plus de nouveau gâteau qui est produit. Donc, à un moment, il n'y a plus de gâteau. Donc, à un moment, il va falloir se serrer la ceinture. Et donc, plus la dette va être importante rapidement, plus il va falloir se serrer la ceinture rapidement. Non, mais je dis ça parce que on vit pas, quand on est expatrié, on sait qu'on ne vit pas dans une économie en autarcie. Ça, c'était valable au 19e siècle peut-être. Hein. Et même au Moyen-Âge, même en l'Antiquité, même les hommes des cavernes ne vivaient pas en autarcie. On a retrouvé des pierres façonnées de l'obsidienne qui voyageaient dans le continent européen. Même pendant la préhistoire, on ne vit pas en autarcie. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de choses, il faut vraiment réfléchir à ça. Bon, c'est vrai que je viens de parler quand même pas mal de la situation politique, mais moi, ça m'inquiète particulièrement parce que je sais très bien par expérience du business et du travail, même en tant que salarié, je sais très bien que l'incertitude politique en France, ça a toujours bloqué l'économie en France. Alors, si vous voulez, avant, c'était la période préélectorale. Vous aviez des élections législatives, des élections présidentielles. Vous aviez quelques mois où l'activité baissait parce que il y a cette incertitude. Les gens passaient pas commande, les contrats n'étaient pas renouvelés et ce genre de choses-là. Mais si vous voulez, c'était
prévu pour durer quelques mois parce que c'était le temps que les élections passent. Puis bon, ensuite c'était tous les 7 ans, etc. Et puis, pour des raisons de partage de pouvoir entre eux, hein, les politiques ont décidé que finalement, bah, ça serait mieux 5 ans, parce que comme ça permettrait à plus de gens d'aller mettre son derrière dans le siège. Donc ils ont décidé que maintenant, ça serait 5 ans. Et donc au final, bah, cette période, disons, un peu difficile se reproduit plus régulièrement tous les 5 ans. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de juillet 2024, on est déjà dans une situation économique très grave, hein. Ça fait maintenant 2 ans et demi que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, donc on est vraiment dans une situation économique extrêmement grave, hein. Mais à partir de juillet 2024 jusqu'en juillet 2027, ou mai 2027, je ne me rappelle plus quelle est la date des futures élections présidentielles, vu que bah, l'occupant de l'Élysée veut absolument s'accrocher jusqu'au dernier quart d'heure parce qu'il a le droit, et puis parce que finalement, bon, l'état du pays, c'est peut-être pas vraiment sa préoccupation principale, bah, finalement, on va se retrouver avec 3 longues années d'incertitude politique. Et si vous voulez, ça serait pas grave dans des pays qui nous entourent, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, dans une moindre mesure l'Angleterre, dans la Grande-Bretagne, si vous voulez, dans tous ces pays-là, il y a une organisation politique qui est quand même relativement décentralisée et qui fait que une problématique de choix politique influe beaucoup moins sur la partie économique. En France, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En France, vous avez au contraire un État, c'est traditionnel, hein, c'est pas lié à la République, c'est depuis beaucoup plus longtemps, depuis des siècles. Vous avez c'est historique, un État qui a toujours été centralisé. C'est comme ça. Bon. Donc ça veut dire que à chaque fois, vous avez quand vous avez cette incertitude sur qui va donner des lois, diriger, etc., eh ben vous avez une baisse économique notable. Sauf que ça s'est jamais produit d'avoir dès le départ une incertitude économique de 3 ans. Jamais. Hein. Et quand on voit ce qui se passe au moment des élections, il y a quelques mois de blocage de l'économie à cause de l'incertitude politique, bah vous imaginez un peu 3 ans comme ça, avec des taux d'intérêt monstrueusement élevés par rapport à ce qu'ils étaient ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années. Mais ça va être vraiment une catastrophe. Ça va être une vraie catastrophe. C'est le genre de truc, il faut en tenir compte. Je vous dis encore, hein, c'est vraiment important. Hein. Le patrimoine, etc., les actifs français, c'est un gâteau et il est mangé de plus en plus vite. Tant qu'il n'y a pas la dernière miette consommée, vous ne vous apercevez pas de la situation catastrophique. Mais le jour où la dernière miette sera consommée, alors là, ça risque vraiment de pas le faire, quoi. Et puis, bon, ça, c'est sans compter, si vous voulez, la crise économique due à la probable récession qui va arriver des États-Unis. On commence à le voir dans les chiffres. Il y a vraiment, les chiffres ne sont pas bons en provenance des États-Unis. Il y a des indicateurs qui tournent rouge. Donc, ça drive l'économie générale, hein, je veux dire. Et donc, ça va poser aussi un problème supplémentaire en France. Donc, tout ça accumulé, avec les mesures d'économie qui vont être demandées. Alors, dites-vous bien que s'il y a des mesures d'économie qui vont être prises, toute l'activité économique va être encore plus ralentie, ça va être encore plus catastrophique. Mais encore une fois, je veux dire, vous aurez ça parce que vous avez des politiques qui ne sont pas des gens de droite ou de gauche. Ils sont ni de droite ni de gauche. Donc vous aurez ce résultat-là de toute façon. Mais si, par exemple, il faisait fi des avertissements de l'Europe
et éventuellement des mauvaises notations qui pourraient arriver. Parce que si on continue comme ça, si on continue comme ça, et on va continuer comme ça pour le fait, hein, dans une incertitude politique pendant 3 ans, ce qui va se passer, c'est que les agences de notation, elles vont comprendre que finalement, ça va pas le faire. Donc ça va pas le faire. Et à un moment donné, il va se poser la question du budget et la question de comment l'État y fait pour récupérer l'argent. Et récupérer l'argent pour le rendre en intérêt aux investisseurs de la dette française. Donc ils vont se poser la question. Ils vont comprendre que c'est l'incertitude politique, que au départ, on leur avait dit que ça serait la droite au pouvoir, la plus dure. Ensuite, on leur a dit que ça allait être la gauche la plus dure. Ensuite, on va leur dire que c'est peut-être un peu le centre. Voilà, finalement, tout le monde va rester dans l'incertitude. Et c'est ce qui est de pire pour les investisseurs. Les investisseurs, ils n'aiment pas quand c'est pas prévisible. Je veux dire, faut que ça soit une politique A, B ou C, mais qu'on s'y tienne. Or là, ce qu'on fait, c'est ce qui est de pire. C'est-à-dire qu'on maintient tout le monde dans l'incertitude pendant 3 années. Je vous laisse imaginer le degré de responsabilité quand même des électeurs qui ont mis ce type de personnage à la tête de l'État. Je veux dire, quelque part, c'est vous qui êtes responsable de cette situation et de ce qui va découler dans les 3 ans qui viennent. Je veux dire, à un moment, faut quand même pas non plus exagérer, quoi. Donc voilà la conjoncture, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Et pour donc ce qui est de l'expatriation, donc vous voyez un peu le tableau économique français, je pense que ça doit vous permettre de prendre les bonnes décisions pour savoir ce que vous avez à faire. Voilà, je vous remercie, bonne journée.